Je crois que vous avez travaillé, beaucoup travaillé d'ailleurs auprès des jeunes. Voilà, et vous intervenez en tant que formatrice dans des services sociaux et des services médico-sociaux. Et vous allez donc, dans le cadre de votre intervention, donc je pense à peu près une demi-heure, si vous voulez bien, comme ça qu'on puisse ensuite effectivement avoir des échanges avec la salle, nous faire partager donc une ou plusieurs approches philosophiques de la sexualité. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, en effet je me mets debout aussi parce que ça sera un petit peu plus simple. Hein. Alors donc je vais devoir vous parler un petit peu d'un point de vue assez généraliste de la sexualité. Alors déjà pour démarrer, j'ai envie de vous dire que ça va être ce qui est compliqué avec la sexualité, c'est qu'on pourrait avoir l'idée que je vais vous parler de ce que c'est que l'essence de la sexualité, qu'est-ce que la sexualité. Or la sexualité, par définition, en fait, n'a pas d'essence. C'est forcément ce qu'on appelle en philosophie un phénomène, dans le sens où elle ne peut se définir qu'à partir de la manière dont on la perçoit et non pas en soi. Pourquoi ? Parce que la sexualité, elle renvoie à la manière dont on va faire avec le sexuel, dont on va faire avec notre dimension sexuelle, hein, anthropologiquement. Nous sommes à la fois des êtres rationnels et des êtres corporels, donc qui articulons quelque chose autour de ce qui va relever du corps et des affects, et ce qui va relever aussi de la raison. Or, dans la sexualité, la dimension rationnelle est peu présente. En tout cas, elle existe, mais elle existe de manière un petit peu différente que, par exemple, dans l'amitié. On dit souvent que l'amitié, c'est l'amour sans la sexualité, dans le sens où l'amitié, c'est la façon finalement d'être en relation affective, sans forcément que ça passe par le sexuel, parce que le sexuel induit quelque chose de différent, qui est qu'on ne va pas passer par le langage. C'est toute la difficulté justement de pouvoir penser le sexuel, c'est que justement il échappe souvent aux catégories du rationnel, parce que c'est une forme de communication, le sexuel, qui n'est pas un langage. Alors je m'explique. La différence entre la communication et le langage, c'est que le langage est normé, il a des codes, il a des attendus, il est conventionnel, alors que la communication, elle, échappe à la convention et aux normes. Donc forcément, si on part du principe que la sexualité est communication, elle est forcément non normative. Donc déjà, il n'y a pas de façon normée d'être du côté du sexuel. Il n'y a pas de sexualité normale. Alors, je vous dis ça en introduction parce que quelque part, parler de la sexualité des personnes en situation de handicap, je ne me permettrai pas, déjà parce que je ne les connais pas. Surtout, j'ai envie de vous parler plutôt de la sexualité en général, dans le sens où chaque personne que nous sommes avons une vie sexuelle différente. Nous faisons tous avec des corps qui sont forcément différents. Et à partir de là, la question de la sexualité va se poser en fait dans la manière dont chacun va vivre le rapport au corps de l'autre. Donc on est dans quelque chose de l'interaction en fait. C'est-à-dire que la sexualité ne se situe pas dans ma sexualité ou votre sexualité, mais elle se situe dans la manière dont vous et moi, on va rentrer dans un échange sexuel. Alors je ne dis pas aujourd'hui, hein, tu précises. Mais en attendant, ça n'empêche que cette question de l'échange, elle est extrêmement importante parce que c'est par la manière dont je suis avec l'autre dans le sexuel que j'exprime mon rapport à la sexualité. J'insiste vraiment sur ce fait qu'il n'y a pas de sexualité normée ni normale. La sexualité ne peut donc pas se résumer ni à la pénétration ni aux actes sexuels d'ailleurs, quels qu'ils soient. La sexualité est avant tout une dimension du rapport de mon corps et du corps de l'autre. Donc à chaque fois que je rencontre quelqu'un, en fait, j'ai une sexualité différente. Chaque fois que j'ai même un rapport sexuel, il est différent de celui de la veille, même si c'est avec les mêmes personnes. Ce qui implique en fait que le rapport à la sexualité, c'est un rapport foncièrement intime, au sens où il est différent pour chacun d'entre nous. Et cette intimité, elle vient révéler quelque chose de notre humanité aussi. Et c'est ça qui vient faire la différence justement entre la sexualité entendue comme le soulagement du pulsionnel, qui là renvoie en fait à l'animalité pure et dure, et la sexualité, on va dire plus humanisante, qui est une sexualité qui vient viser quelque chose de la rencontre avec l'autre, quel que soit cet autre. Alors cette distinction elle me paraît assez importante parce qu'aujourd'hui on a tendance à réduire le sexuel uniquement au soulagement pulsionnel. Or, ramener le sexuel au soulagement pulsionnel, ça vient induire en réalité que notre dimension sexuelle ne serait que du côté de l'animal et quelque part du côté du soulagement. Or, on sait bien aujourd'hui que la question du soulagement, elle est mécanique, elle n'est pas forcément quelque chose qui vient nous permettre de nous révéler à nous-mêmes. Alors que dans la sexualité, il y a quelque chose aussi qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir dépasser ses propres limites tout en restant soi.
Alors ça, c'est une expérience assez particulière, qui est une expérience qui permet à la fois de rencontrer l'autre, de s'y fondre, sans pour autant se perdre. Alors, vous voyez que là, on rentre quelque part dans la complexité, justement, de ce que la sexualité, en tout cas entendue comme phénomène, permet d'avoir aussi comme repère, qui est de générer quelque chose de l'ordre de la rencontre, et de la rencontre à la fois de l'autre et de soi. Il y a donc une dimension révélatrice dans la sexualité, qui doit en fait s'appuyer sur déjà une reconnaissance de l'autre comme un autre absolu, à savoir que l'autre n'est pas moi, ce n'est pas un comme moi, j'ai envie de dire, même quand on est dans un rapport homosexuel, quel qu'il soit, l'autre est toujours un autre différent. C'est pas parce qu'on a un corps qui se rapproche que nous avons le même corps. Il n'y a pas deux corps qui de toute façon sont les mêmes. Donc à partir du moment où deux corps sont forcément différents, à travers le sexuel, j'expérimente quelque chose de la rencontre avec cet autre qui est à la fois un comme moi et un différent. Donc j'expérimente forcément quelque chose de l'ordre de la communication et quelque chose de vivre ensemble. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une dimension presque démocratique à la sexualité, c'est-à-dire d'accepter l'autre dans sa différence, mais qui n'empêche qu'on peut quand même faire ensemble. Si nous sommes exactement les mêmes, il n'y a pas de rencontre. Si nous sommes absolument différents, nous ne pouvons pas non plus nous rencontrer. Il faut donc qu'on ait à la fois du commun et du différent pour pouvoir se rencontrer. Qu'est-ce qu'on a de commun? Cette capacité à pouvoir être sexuel. Nous l'avons tous, autant qu'on est, cette capacité à pouvoir être sexuel. Sauf, donc, il y a quelque chose d'universel là-dedans. Et pourtant, là, le sexuel, votre rapport à votre propre sexualité est foncièrement singulier. Donc on articule à travers la sexualité de l'universel et du singulier. On articule aussi du soi et de l'autre. On articule en même temps de l'animalité et de l'humanité. On va définir régulièrement en philosophie justement l'humanité dans le fait de dépasser la dimension naturelle. C'est-à-dire qu'on ne se réduit pas à nos déterminants naturels. Et dans la sexualité, justement, on va à la fois revenir à des éléments dits primaires, à savoir quelque chose de l'ordre de l'affect pur, hein, l'affect étant quelque chose d'archaïque, c'est-à-dire quelque chose qui se construit en premier lieu, avant même qu'on commence à mettre des couches de rationalité. Et en même temps qu'on va expérimenter quelque chose de cet archaïsme, on va aussi avoir quelque chose de l'ordre d'une sortie de soi, donc d'une forme de théorisation finalement de soi-même, qui nous permet de pouvoir penser qu'on peut être l'un et l'autre sans être forcément dans l'opposition ou la contradiction. Il y a quelque chose de la communion qui se construit à travers le sexuel et qui se construit notamment dans la manière dont on va accepter les limites de l'autre. Les limites sont forcément ancrées en nous. Nous avons tous un corps, notre corps nous limite. Par définition, nous ne sommes pas tout puissants, hein, et nous ne sommes pas non plus hégémoniques. Donc nous avons besoin, pour pouvoir rentrer justement dans la sexualité, de pouvoir rencontrer l'autre dans son corps tel qu'il est, et non pas dans le corps tel que je l'imagine a priori. C'est justement dans la caresse, dans la manière de pouvoir faire advenir le corps de l'autre et le sien que la sexualité s'exprime, et non pas uniquement dans l'acte sexuel. Alors ça, c'est toute la difficulté justement à pouvoir penser la sexualité. C'est que penser la sexualité ne peut pas se résumer à l'acte sexuel à mon sens, parce que sinon on passe à côté de tout ce qui fait le sexuel, à savoir tout ce qui va être du côté du désir, tout ce qui va être du côté de l'imagination, tout ce qui va être aussi du côté de l'intime. L'intime se définissant comme ce que je décide de donner à voir à l'autre, mais que je suis seule à pouvoir décider. Hein, ça c'est quelque chose qui me paraît aussi assez important, c'est-à-dire que la sexualité rend compte de l'intimité de chacun, puisque c'est chacun d'entre vous qui décidez fondamentalement avec qui et comment vous souhaitez vous donner à voir dans ce que personne d'autre ne pourra voir. Donc c'est une décision intime, hein, la sexualité, et elle ne peut pas se penser de manière purement généraliste, puisque chacun d'entre nous allons finalement faire avec le corps que nous avons et avec le corps de la personne avec qui on est. Donc, de fait, elle ne peut pas être quelque chose de normative au sens où il y aurait des façons d'être sexuelle et des façons qui ne le seraient pas. Toute sexualité renvoie à la notion de plaisir.
le plaisir sensitif d'abord, c'est-à-dire le plaisir du corps. Ce plaisir n'est pas forcément un plaisir qui vient de la même manière pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas les mêmes goûts, les uns et les autres. Nous ne trouvons pas le plaisir au même endroit dans le plaisir culinaire, par exemple. Donc, de fait, de la même manière, la sexualité va être différente. Et chacun d'entre vous va trouver son plaisir de manière différente à partir du corps qu'il a, des représentations qu'il s'en fait, mais aussi des rencontres qu'il va faire. Donc, penser le sexuel, ça suppose forcément d'être du côté de l'unicité absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon unique et seule de pouvoir penser la question de la sexualité. À ça, on va ajouter autre chose, qui est aussi qu'à travers la question de la sexualité, justement, je vais articuler une autre dimension qui est celle de la rencontre et de la communion autour de l'humanité. Finalement, à travers l'entrée dans la vie sexuelle, j'articule quelque chose qui ne m'était pas présent jusqu'à présent, c'est-à-dire que je vais commencer à comprendre que je participe de quelque chose de l'humanité à travers la question de la sexualité. C'est-à-dire que je participe pas simplement à la question de la persévérance de l'espèce, comme on dit, même si la sexualité y participe aussi, mais surtout, à travers la question de la sexualité, je rejoins finalement l'ensemble des humains que nous sommes, parce que nous expérimentons quelque chose de commun, même si ça sera toujours différent pour chacun de nous. À travers le sexuel, il y a donc quelque chose de l'humanité qui s'exprime, et c'est en ça qu'il me semble important aujourd'hui de bien rappeler que la sexualité ne se résume pas à la pornographie. C'est-à-dire qu'elle ne se résume pas à des actes. Alors, déjà là-dessus, c'est vrai que ça me paraît important de rappeler aussi que la pornographie a toujours existé. Elle n'est pas nouvelle. Il suffit de regarder les grottes de Lascaux pour savoir qu'elles existent. La sexualité a toujours, la pornographie a toujours existé. Parce que la pornographie, en fait, elle renvoie à l'idée de la transgression, justement, des limites et des possibles. Elle a toujours été transgressive, la pornographie, par définition. Cette transgression, qui est quelque chose qui va générer potentiellement du désir, n'est pas forcément quelque chose de réalisable. Et c'est là où, justement, dans l'enjeu de la sexualité, il y a aussi tout l'imaginaire et le fantasme qui rentrent en ligne de compte, à savoir la manière dont je me représente ce qui pourrait être quelque chose de désirant ou pas, de ce qui pourrait générer du désir chez moi ou pas, mais c'est pas pour autant que je dois le mettre en œuvre. C'est aussi parce que, justement, je n'ai pas l'objet que, quelque part, je continue de le désirer. Donc, ça veut dire aussi que le rapport à la sexualité implique nécessairement de prendre en compte ce qui va être de l'ordre du possible et ce qui va être de l'ordre du fantasme, qui sont deux choses différentes. Or, moi j'entends souvent dans des équipes justement qu'on va prendre un peu au pied de la lettre les demandes qui peuvent être faites, sans forcément essayer de réfléchir avec la personne sur où est-ce qu'on en est finalement de la représentation qu'elle en a de ce concept qu'elle utilise. Aujourd'hui, on a un langage qui est devenu beaucoup plus sexuel qu'il ne l'était auparavant. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup plus de représentations et d'images, de mots qui viennent renvoyer au sexuel, sans pour autant qu'on ait forcément en tête de ce que ça va représenter pour chacun d'entre nous. Donc, la question du sexuel, elle renvoie forcément aussi à cette idée de l'imaginaire, du sensitif, et c'est là où elle vient dépasser quelque chose du rationnel, parce qu'à travers, autant dans l'amitié, on est obligé de passer par le langage, donc on est dans une relation purement rationnelle, autant dans la relation amoureuse et affective, et donc sexuelle, potentiellement sexuelle, déjà parce que toutes les relations amoureuses ne débouchent pas sur du sexuel. Donc dans la question de la relation plus sexualisée, affective, amoureuse, justement, ce qui va rentrer en ligne de compte comme communication, c'est justement le langage du corps, l'expression du corps, mais aussi la manière dont les affects vont nous permettre de les mettre en jeu. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer qu'on parle d'ailleurs de vie affective, avant même de parler de vie sexuelle, c'est-à-dire que c'est d'abord une vie affective, la sexualité. Et comme la manière dont je vous en parle là, c'est aussi quelque part dans l'esprit de la loi, tant de la loi 2002 qui réaffirme quand même la dimension de la citoyenneté pour chacun, mais aussi de la loi 2005 avec l'idée du rapprochement du milieu ordinaire, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas penser la sexualité pour les personnes en situation de handicap indépendamment de la sexualité au sens large. La sexualité d'une personne en situation de handicap est exactement, j'ai envie de dire, de même ordre que pour vous et moi, à savoir qu'ils ont un corps tel qu'il est, comme nous avons un corps tel que nous avons. Maintenant, toute la question qui va se poser, c'est comment on va permettre à ces personnes-là d'accéder à l'imaginaire, de
à la possibilité de développer en réalité des relations affectives qui pourraient potentiellement devenir sexuelles. Donc pour ça, c'est vrai que ça me paraît être un enjeu important parce que la dimension de l'ordinaire de la sexualité est quelque chose de compliqué parce que ça renverrait à l'idée qu'il y a une norme attendue et que donc quelque part, juste la décharge pulsionnelle suffirait à faire sexualité. Or, dans la sexualité, on est vraiment du côté de la manière dont chacun va faire avec l'autre, la manière dont chacun d'entre nous s'exprime, s'expose, se donne à voir, mais aussi se retient, hein, parce qu'il y a aussi des limites et des tabous dans la sexualité. Tout n'est pas possible pour chacun. Hein. Ce n'est pas parce que quelqu'un va avoir des fantasmes, par exemple, sur une pratique sexuelle particulière, que c'est forcément quelque chose qui va être réalisé. Alors ça, c'est toute la difficulté justement à pouvoir penser et parler du sexuel, c'est qu'il y a un vrai décalage entre la manière dont on va exposer les choses et la manière dont on va être en capacité de pouvoir les vivre ou pas. Et aujourd'hui, on a tendance à penser que le fait de parler du sexuel d'une certaine manière induit forcément une pratique qui correspond. Or, on constate quand même qu'il y a un gros écart, ou un grand écart, entre la manière dont on parle du sexuel et la manière dont on le pratique. Hein. Parce que ce n'est pas parce que justement on va beaucoup parler du sexuel que forcément c'est quelque chose qui va être pratiqué en permanence. C'est pas parce que le sexuel occupe une énorme place dans la société que finalement on a dépassé les tabous fondamentaux. Et un des premiers tabous autour de la question du sexuel, c'est la question du corps, justement. Alors pour faire le lien justement avec l'exposition de photos qui est en cours, la question du corps, c'est aussi une question qui reste très problématique, dans le sens où qu'est-ce que c'est que ce corps dans lequel on habite, hein, qui est quand même le lieu par lequel on existe les uns pour les autres, et en même temps ce corps n'est pas un pur objet. Hein. Ce corps ne peut jamais se réduire à du pur objet. Il est à la fois ce qui va me renvoyer à ma dimension animale, sensitive, affective, parce que c'est à travers mon corps que je ressens, c'est à travers mon corps que je perçois, c'est même à travers mon corps que je sens. Hein. Vous savez d'ailleurs, la question des odeurs dans le sexuel est extrêmement importante. C'est d'abord par des odeurs qu'on se rencontre, et donc pas forcément par des valeurs intellectuelles. Le désir se crée à partir aussi de ces sens, hein, qui nous permettent d'être en relation les uns avec les autres. Et en même temps, mon corps, c'est aussi celui qui me limite. C'est-à-dire qu'il fait que je suis à la fois, à travers mon corps, je suis à la fois un objet pour vous, parce que c'est par mon corps que vous me voyez, et en même temps, vous en avez un indice qu'il y a quelque chose qui pense là-dedans. Vite fait, hein. Plus ou moins. Hein. Donc, il y a quelque chose qui pense là-dedans, ça vient justement dire que mon corps, il est à la fois le lieu de ma subjectivité, et en même temps, il est aussi un objet du monde. Donc le corps, il est en soi déjà quelque chose de réversible, c'est-à-dire qu'il peut être et sujet et objet, mais on ne peut jamais le réduire ni à l'un ni à l'autre, parce qu'en plus, il peut être plus, il a aussi une vie propre, mon corps. Il a une vie anatomique. Et vous voyez bien quand, par exemple, vous allez avoir faim en fin de matinée, vous allez être vachement moins disponible pour écouter. Même si vous le voulez, vous ne serez beaucoup moins disponible. Donc votre corps, il va aussi influencer à la fois la manière dont vous êtes avec vous-même, donc votre subjectivité, et la manière dont les autres aussi vont vous percevoir, parce que vous risquez d'être un petit peu plus atone que lorsque vous êtes très vif après un café le matin. Vous voyez ? Donc le corps, il a cette fonction de réversibilité, ce que d'ailleurs Merleau-Ponty appelle la corporéité. Et dans le sexuel, justement, cette corporéité, elle s'exprime. Parce que justement, dans la sexualité, il y a quelque chose de cette réversibilité qui me permet d'être à la fois un objet de plaisir pour l'autre, mais en même temps qui me révèle à ma subjectivité à moi, c'est-à-dire qui je suis, mon identité, et pas que sexuelle. Hein. On voit bien à travers l'acte sexuel comment chacun découvre aussi des potentiels nouveaux en soi-même. Et en même temps, le corps a quelque part une vie propre qui peut presque nous échapper, car dans le sexuel, justement, il y a beaucoup de choses qui échappent, c'est-à-dire qui ne sont pas calculées, maîtrisées. Il y a donc une dimension un peu triptyque, vous voyez, à la sexualité au sens du 3, et qui fait que, on dit souvent, vous savez, que le 1 étant du côté de l'universel, le 2 du côté de la fusion, et le 3 c'est l'ouverture sur l'infini. À partir de 3, on peut faire un choix. Le reste, 2 c'est une alternative.
Donc, à partir du moment où justement on pose cette question du corps aussi dans la sexualité, c'est qu'à travers le sexuel, je touche à quelque chose de l'infini. Je touche à quelque chose finalement qui n'est pas uniquement fini dans le temps, hein, et c'est pas pour rien d'ailleurs justement que la question de la sexualité repose toujours, que ce soit pour un homme ou pour une femme d'ailleurs, repose toujours la question de l'après, de la suite, de y en aura-t-il un autre. C'est-à-dire qu'on est déjà en fait dans la projection du prochain désir. C'est parce que justement la sexualité existe qu'elle s'augmente. Quand la sexualité est purement pulsionnelle, justement, une fois que la décharge est faite, quelque part la relation s'arrête. Donc si on parle de vie affective et sexuelle, si on a mis d'ailleurs le terme affectif avant sexuel, c'est pas par hasard. C'est parce que précisément, c'est d'abord une relation affective, et qui dit relation, dit qu'elle n'est pas consommation. Elle ne peut pas être consommation du sexuel. Enfin, la sexualité, si elle se consomme, on la réduit à sa dimension animale et pulsionnelle, et donc quelque part, on lui enlève sa dimension humaine. Pour pouvoir faire en sorte que la sexualité ne soit pas consommation, ça suppose nécessairement d'accepter que c'est un avènement du corps, justement, le corps qui quelque part reprend ses droits au moment du sexuel, c'est-à-dire qu'il reprend sa dimension première. Nous sommes d'abord des êtres corporels. Et ensuite, à travers cette sexualité, justement, j'expérimente aussi quelque chose qui me permet de me dire je ne suis corporelle et plus. Je suis à la fois ici et ailleurs. Ça, c'est plus compliqué. Hein. Je suis à la fois moi et l'autre. Donc la sexualité, elle vient poser en fait quelque chose qui vient empêcher de penser la binarité au sens du ou bien ou bien. La sexualité, elle oblige à penser la complexité, en fait. La complexité qui n'est pas simplement quelque chose de compliqué. Hein. Le compliqué, c'est ce qui est difficile à penser. Le complexe, c'est ce qui oblige à penser. Hein, j'aime bien faire la différence entre les deux. C'est-à-dire que à partir du moment où je rentre dans la sexualité, quelque part, je rentre aussi dans la complexité du monde et des relations. Donc ça suppose une forme de maturité. Alors ça, c'est aussi une chose qui n'est pas forcément simple à aborder aujourd'hui. C'est-à-dire cette idée que la sexualité n'est pas non plus quelque chose qui serait de l'ordre du droit absolu, au sens d'un droit pour n'importe qui, n'importe quand. Hein. La sexualité n'est pas un droit au sens du droit à la consommation. Hein. C'est un droit citoyen au sens de l'être, au sens où il permet justement d'exister, de pouvoir agir, d'exercer sa liberté et son libre arbitre. Donc à travers le sexuel, ce que j'expérimente à chaque fois que j'ai une relation sexuelle, c'est la possibilité à la fois d'être moi et d'être autre, c'est d'être ensemble tout en étant différent, c'est d'être humain tout en restant dans une dimension aussi animale, mais c'est aussi donc de rejoindre l'ensemble d'entre nous et donc de me sentir appartenir à un collectif, qui est le collectif aussi de l'humanité. Ça va pour l'instant? Ouais? J'ai encore combien de temps? 7 minutes. 17 minutes? 7. 7. Okay. Merci. 17, c'était plus sympa. Donc, voilà, pour moi, cette dimension du corps, elle est aussi extrêmement importante parce qu'on a tendance aujourd'hui régulièrement à réduire un petit peu le corps à la dimension d'objet et à quelque part nier par là que nous sommes aussi des êtres nous ne sommes pas que des êtres pensants, nous ne sommes pas que des comment vous dire, des âmes, enfin, ou des esprits, qui pourraient complètement se déconnecter du corps. Alors, cette idée de l'opposition justement entre le corps et l'esprit, vous savez que c'est une opposition qui traverse l'ensemble de la pensée occidentale, et là j'insiste sur la dimension occidentale, hein, parce que ce n'est pas si universel que ça, cette opposition. Et cette opposition entre le corps et l'esprit, c'est ce qui va amener justement à penser finalement que tout ce qui touche au corps, tout ce qui touche au sens, est plutôt quelque chose de bas, de vil, hein, voire même de féminin, hein, dans une certaine pensée occidentale, alors que tout ce qui viendrait de l'esprit serait quelque chose de noble. Donc forcément, le sexuel pose question là-dedans. Hein, et le sexuel vient poser une sorte de tabou qui renverrait à cette idée que tout ce qui touche au corps, tout ce qui touche au sensitif, est quelque chose de plutôt mauvais, hein, moralement. Mais finalement, la sexualité, on voit bien à travers l'histoire combien elle interroge, parce que le fait qu'il y ait un tabou signifie à la fois qu'elle fascine et en même temps qu'elle est proscrite dans le discours.
Mais la fascination a toujours été présente. Le sexuel a toujours fasciné, c'est quand même le lieu des origines de la vie. Hein. Donc de fait, ça fascine. Et en même temps, aujourd'hui, on a entendu, accepté que la sexualité était aussi une manière de pouvoir se vivre. C'est-à-dire que la sexualité n'est pas uniquement quelque chose qui doit passer par des étapes, c'est aussi une manière de se vivre. Vous avez des gens aujourd'hui qui décident de ne pas vivre de vie sexuelle. C'est une décision, c'est une sexualité comme une autre. Quelque part, c'est une sexualité comme une autre, de ne pas avoir de vie sexuelle. Vous pouvez aussi avoir des gens aujourd'hui qui vont revendiquer certaines considérations sur le sexuel ou certaines pratiques sexuelles sans pour autant que ça soit une façon d'imposer aux autres la manière de faire. C'est-à-dire la question du fantasme et de l'imaginaire, c'est-à-dire que c'est une autodétermination, la question du sexuel. D'où cette idée justement qu'elle suppose d'être suffisamment mature pour pouvoir le faire. Vous savez que la loi pose par exemple la majorité sexuelle à 15 ans. Je pense que la plupart des gens ici le savent. Hein. Cette majorité sexuelle, elle n'est pas complètement par hasard. C'est qu'on sait que neurologiquement, avant 15-16 ans, c'est très difficile d'avoir une vraie conscience d'autrui. On est encore très pris dans sa propre construction neurologique. Donc, la question du sexuel, elle pose aussi la question de la maturité et donc quelque chose de la citoyenneté derrière, parce que finalement, à travers le sexuel, même si c'est du côté de l'intime, donc du privé, je joue quelque chose aussi de la position que j'aurai dans l'espace public, de la manière dont je vais me vivre dans l'espace public, c'est-à-dire comment je vais pouvoir accepter la différence de l'autre, comment je vais considérer la différence de l'autre aussi. Ça, c'est peut-être la différence que moi j'aime bien faire entre le respect et la considération. Hein, c'est que le respect, étymologiquement, c'est mettre la chose à distance. Donc pour la blague, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de respect dans la vie sexuelle, parce que sinon ça ne marche pas. En tout cas, ça marche peu. Par contre, ça n'empêche pas la considération, à savoir la prise en compte des limites et des besoins de l'autre. Vous voyez, ça c'est une différence assez importante aussi, c'est-à-dire que dans la sexualité, pour pouvoir rentrer dans une sexualité qui soit suffisamment saine, et donc qui ne soit pas du côté de la consommation, dans une sexualité qui devienne humanisante et subjectivante, ça suppose forcément que j'accepte de prendre en compte les limites de l'autre, que je les considère absolument. L'autre n'étant pas moi, je ne peux pas lui imposer une certaine manière de faire. Je dois faire avec ses limites, avec ses oppositions, que 90% c'est son corps qui va m'exprimer. Donc je peux me tromper aussi. J'avance par essai et erreur, j'ai envie de dire, dans la sexualité. J'avance jusqu'à ce que l'autre me signifie une limite. Mais à partir de là, ça suppose aussi que chacun soit au clair sur ses propres limites. Donc vous voyez que dans ce que je suis en train de vous dire là, la question de la sexualité, elle ne peut, à mon avis, se comprendre qu'à partir du moment où chacun est en capacité d'exprimer son rapport à son corps, d'une manière ou d'une autre, hein, quelle que soit la manière de l'exprimer, son rapport au corps de l'autre et son rapport à l'imaginaire et au fantasme, qui sont quand même trois dimensions qui n'interviennent pas finalement si facilement que ça. Alors, on voit bien, alors là, quand je vous dis ça, je m'inspire pas mal de travail, notamment avec les ados, hein, qui justement expriment à travers, que ce soit les insultes, que ce soit les propos un peu provocants, expriment très clairement ce manque de maturité régulièrement, et cette difficulté à faire avec l'autre et avec le corps de l'autre, signifiant aussi que la sexualité totalement libérée, totalement débridée pour tous, n'est pas forcément quelque chose qui rassure finalement les jeunes non plus. Alors là, je parle des jeunes qui sont en situation de handicap ou pas. Hein. C'est-à-dire que d'être dans un discours parfois trop normatif, trop pro-sexuel, trop proactif sexuel, ça peut aussi générer, à certains moments, une certaine représentation, que ce soit pour les professionnels ou pour les usagers, de ce que devrait être le sexuel qui ne correspond pas toujours à ce qu'ils aimeraient vivre sexuellement. Donc, je pense qu'on a tous une responsabilité là-dedans, c'est-à-dire de pouvoir aussi travailler à partir de la question de l'intime, de la pudeur aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, parce que la pudeur est, j'ai envie de dire, le versant autre de l'intime, c'est-à-dire que si c'est l'intime, c'est ce que je décide de donner à voir à l'autre et que je suis seule à pouvoir décider, alors forcément, la pudeur, ça va avec, dans le sens où la pudeur, c'est ma manière de dire et de choisir ce que je montre ou pas. Cette pudeur que chacun va situer à un niveau différent, hein, parce que là, pour le coup, on n'a pas tous le même rapport à la pudeur. Mais en attendant, c'est vraiment des questions que je vois que beaucoup de jeunes se posent, c'est finalement qu'est-ce que c'est que le désir ?
qu'est-ce que c'est que le fantasme? Qu'est-ce que c'est que cette pornographie dont on nous parle partout? Qu'est-ce que c'est aussi que cette question de la vie sexuelle? Est-ce que c'est une obligation? Parce que j'entends souvent justement autour des groupes de travail et des groupes de parole qui sont mis en place autour de la question de la sexualité aussi, la question de est-ce que c'est obligé? Comme si c'était devenu une sorte d'obligation aussi. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'aime bien rappeler que quand même, si on parle du droit à la vie affective et sexuelle, c'est d'abord au droit de choisir si nous décidons d'en avoir une ou pas et avec qui. Je crois qu'il faut que je m'arrête là. Donc je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Et puis j'attends vos questions. Questions? Des remarques? Vous souhaitez s'exprimer? Vous êtes Je suis désolée. en questionnement, oui, c'est ça. Il faut le temps de digérer. Béatrice? Faut appuyer, ouais. Merci d'abord. Et c'est juste pour... Excusez-moi, vous oui. pouvez vous présenter Oui, bien sûr. à chaque fois que vous Je suis donc Jean-Luc Letellier, président du Crédavis, qui interviendra en fin de matinée quand vous aurez plus envie d'entendre quoi que ce soit. Non, juste une petite précision parce qu'elle me semble relativement importante. Quand on parle de majorité sexuelle, justement, il y a un consensus général, quand on interroge les gens, qui fait croire que c'est l'âge à laquelle on est capable d'avoir des relations sexuelles. Or, le mot majorité sexuelle n'est pas dans le droit du tout. Il s'agit d'une loi sur le consentement et qui ne concerne pas les jeunes, qui concerne les adultes. C'est-à-dire c'est l'âge à partir duquel un adulte peut avoir des relations sexuelles avec un mineur. Et ça change quand même beaucoup la façon de voir les choses, parce que tout le monde pense effectivement que majorité sexuelle, c'est l'âge à laquelle on est capable d'avoir des relations. Hein. Donc je précise simplement ce point légaliste. Alors vous avez tout à fait raison que c'est tout à fait. Alors avec en plus beaucoup de nuances, parce qu'il y a aussi la dimension de la différence d'âge qui peut rentrer en ligne de compte sur certaines situations de détournement de mineurs, comme on dit. Après, c'est vrai que la référence que je faisais à ces 15 ans, c'est que quelque part, il y a quelque chose aussi de physioneurologique là-dedans, dans la construction aussi, qui est que comment chacun d'entre nous va pouvoir à un moment, et puis avoir suffisamment conscience de soi pour pouvoir avoir conscience de l'autre. Et ça, c'est un vrai trajet, à la fois humain et rationnel et en même temps aussi physiologique, et qui fait que dans la crise pubertaire, on est encore très envahi par son propre soi, on est trop envahi par son propre soi pour pouvoir vraiment être à l'écoute de l'autre. Alors, et c'est toute la difficulté justement que peuvent avoir les adolescents dans la découverte du sexuel, qui est que leur propre pulsionnalité va souvent prendre le dessus sur leur capacité à pouvoir justement sublimer cette pulsion et donc pouvoir la transformer aussi en désir, en amour, qui n'est pas simplement le fait d'avoir envie d'eux. Voilà, c'était juste la petite précision, mais en effet, vous avez tout à fait raison. Bonjour, Dorothée Richard, je suis psychologue dans un foyer d'accueil médicalisé à Pierrefitte. Justement, cette notion de pouvoir rencontrer l'autre et de ne plus être envahi par soi, on peut rencontrer très souvent des personnes dans cet établissement, en fait, des personnes qui ont eu un accident très très jeune et qui sont en prise constamment par ce soi, en fait, qui est totalement envahissant, et de ne plus pouvoir vraiment rencontrer l'autre, de ne plus pouvoir être dans cette rencontre aussi de son corps, de sa sensorialité, de tout ça qui nous permettent après de pouvoir s'essayer justement à une sexualité. Et c'est très compliqué en plus quand il y a une structure qui vient poser d'énormes limites et qui
a du mal à accompagner justement cette prise de risque d'essai-erreur, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, en effet, les structures ne sont pas toujours très à l'aise avec l'idée des risques engagés, alors que ce soit le risque de grossesse, hein, donc qui est souvent en filigrane derrière, le risque d'abus, hein, aussi, qui est jamais loin. Hein, mais j'ai envie de dire, dans toute rencontre sexualisée, il y a ce risque. J'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'être en situation de handicap pour que ce risque existe. Hein. Même si on essaye de l'occulter au maximum, ce risque, il existera toujours. Et il existera toujours. J'ai envie de dire, même dans une simple rencontre, sans forcément qu'elle soit sexuelle, il y a le risque que l'autre n'en veuille pas. Et donc que l'autre prenne le dessus sur nous. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à penser, mais c'est aussi de comment accompagner, j'ai envie de dire, les structures à aussi prendre en compte que toute relation génère du risque, qu'il y a des prises de pouvoir potentielles dans toute relation, et que le sexuel n'échappe pas à ça. Et donc de pouvoir construire aussi des protocoles qui permettent justement, enfin des protocoles, je fais exprès de dire protocole et pas procédure, hein, au sens où vous savez la procédure ça renvoie à quelque chose du légal, alors que le protocole c'est plutôt une manière de faire. Donc des protocoles ou des outils qui permettent aux professionnels de savoir quelles sont la zone, j'ai envie de dire, d'essais-erreurs possibles, donc de définir le cadre du possible, et non pas de définir par avance les interdits. Mais ça renvoie, j'ai envie de dire aussi, à une dimension de presque légaliste. Hein. Vous savez qu'en France, on parle de droit positif, hein, absolu et inaliénable. Je viens le rappeler aussi. C'est-à-dire que le droit, si on parle de droit à la vie affective et sexuelle, ça veut dire que c'est un possible qui est ouvert. C'est pas à partir d'interdits. Le droit s'exprime de manière positive. Et c'est d'ailleurs ce que la Charte des droits et des libertés de la personne accueillie, qui était présente dès 2002, hein, enfin, donc dès la loi du 2 janvier 2002, affirme comme troisième principe, à savoir la vie affective et sexuelle. Non pas entendu comme un moyen de consommation, ça j'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas un droit à, c'est un droit de. Donc ça ouvre une possibilité d'agir, pas une possibilité d'avoir. C'est pas la même chose. Et c'est là où justement je pense que c'est par ce biais-là que les structures peuvent se rassurer. C'est que ce n'est pas parce qu'on ouvre une possibilité d'évoquer la question du sexuel, d'évoquer la question des rencontres sexualisantes ou sexualisantes, que forcément elles vont se mettre en place. Déjà. Oui, mais il y a cette crainte en effet immédiate que ça déborde en fait. Et que tout le monde le fasse. La sexualité pour tous, on n'en est toujours pas là. Votre intervention. Bonjour, alors je vais poser une question. Alors, je suis conseillère conjugale et familiale, j'interviens auprès des ados et dans un IMP et CAT. Et moi, je vais avoir une question très simple. On a tous nos références psychanalytiques autour de la pulsion et du besoin, etc. Donc ma question, elle est, voilà, la sexualité, est-ce que c'est de l'ordre du besoin ou de l'ordre du désir ? Alors, bonne question. J'ai envie de dire que ça va dépendre des gens. Mais j'ai aussi envie de vous répondre que, justement, en psychanalyse, on parle beaucoup de sublimation. Et que ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on évoque peu, qu'on évoque de moins en moins. C'est-à-dire que d'abord, la sexualité, elle est sublimée, en fait. Elle commence presque par être sublimée. C'est-à-dire la pulsion sexuelle, elle est d'abord réinvestie ailleurs pour justement, quelque part, ne pas se réduire à sa dimension pulsionnelle. Donc, c'est ce qui fait justement la différence entre le désir et le besoin, c'est-à-dire que le désir est quelque chose qui relève de l'imaginaire, quand le besoin relève du physiologique. Donc, si on part du principe que la sexualité a une dimension imaginaire, qu'elle est plus sensitive que purement physiologique, j'aurais envie de vous dire, elle relève du désir. Mais ce désir, il s'apprend, il se construit, et il se construit aussi à partir de la sublimation. Le besoin, c'est de sublimer, c'est d'en faire quelque chose de cette pulsion. J'ai répondu à peu près ? D'ailleurs, si je peux me permettre, on voit quand même une grande misère affective qui s'exprime de plus en plus, enfin, moi j'entends aujourd'hui, qui est aussi dans l'incapacité à pouvoir justement sublimer sa pulsion. Aujourd'hui, on entend de plus en plus, alors plutôt des hommes a priori, hein, souvent, qui expriment souffrir en fait de cette incapacité à pouvoir être du côté du sexuel
et à n'être que dans le pulsionnel ou le pornographique. Alors, c'est pas exprimé de manière, j'ai envie de dire, à corps et à cri, parce que vous vous doutez bien que socialement, c'est pas extrêmement facile à porter, hein. Mais en attendant, aujourd'hui, moi, j'entends de plus en plus de discours masculins qui commencent à venir signifier justement que cette dimension plus possessive, plus consommatrice du sexuel, renvoie aussi à une vraie misère affective. Vous voyez, en général, la sexualité, ça fait beaucoup parler, mais parfois ça fait taire. Il n'y a pas d'autres aussi? Bonjour, Monsieur Taria MP. Je voulais savoir juste la question où il y a une relation, il n'y a pas de sexe et vous avez dit qu'il y a quand même du sexe. Alors, il peut y avoir une relation à caractère sexuel, même s'il n'y a pas de sexualité à proprement parler, dans le sens où il peut y avoir une rencontre entre deux personnes, il peut y avoir des caresses, il peut y avoir des attentions qui passent donc par le corps, qui éveillent le corps, et en ce sens-là, ça sera sexualisant, sans forcément que ça passe par la pénétration sexuelle, entendue comme l'acte sexuel. En fait, la différence que je faisais là, c'est la différence entre une sexualité qui est une sexualité plutôt du côté du désir, du faire advenir le corps de l'autre, et une sexualité qui serait plutôt du côté de la pulsionnalité. Et toute sexualité n'est pas forcément pulsionnelle. Je pense notamment d'ailleurs, là-dessus, justement, il y a beaucoup de couples où l'un des deux est en situation de handicap, ou les deux le sont, et où la question du sexuel va se poser ailleurs que par l'acte sexuel en tant que tel et la pulsionnelle. J'ai en tête forcément l'exemple que vous devez tous avoir en tête d'Intouchable, de l'oreille, hein, qui est une façon de prendre du plaisir à partir du corps tel qu'il est, et non pas à partir simplement de la décharge pulsionnelle. Le plaisir peut se trouver à des endroits radicalement différents pour chacun d'entre nous. Ce qui sera sexuel pour vous ne sera pas forcément pour votre voisin. Il y a d'autres interventions? D'autres questions? Juste, en fait, de venir réfléchir sur la sexualité des personnes en situation de handicap, ça nous oblige en fait à venir réfléchir sur notre propre sexualité, et c'est ce qui pose parfois d'énormes tabous en effet dans les structures, mais ce qui pose un bienfait pour la société de manière générale, parce que c'est vrai que cette globalité, cette tridimensionnalité, cette 3D en fait, hein, qu'il faut remettre un petit peu, et si on n'a pas tout ça, eh bien on loupe quelque chose en effet, et on le ressent, hein, chaque personne ressent cette difficulté d'accéder forcément à cette sexualité pleine et entière, mais en même temps c'est cette quête en fait incessante, donc c'est plutôt c'est un mouvement citoyen limite de parler tous ensemble aujourd'hui autour de cette sexualité en fait. Ah, tout à fait, c'est ce qui va, parce que j'ai envie de dire, c'est ce qui nous réunit, hein, aussi, hein. C'est parce que nous sommes des êtres sexués qu'on est là, hein, aussi. Je peux prendre encore une. Oui, bonjour à tous, je suis Martine Bernard, aide-soignante dans une masse. Alors, mais moi, il y a quelque chose qui Enfin, je n'arrête pas de me questionner dessus. Je dois me mettre debout pour qu'on me voie. Debout, c'était Martine. Alors, il y a quelque chose enfin, un point sur lequel je me questionne beaucoup. Parce que j'ai eu cet échange avec mes collègues qui disaient que, puisque c'est des personnes en situation de handicap, il faut pourvoir leur
enfin, leur permettre d'exprimer ça. Sauf que moi, de mon côté, je me dis c'est tellement personnel. C'est quelque chose d'individuel. Donc on ne peut pas vouloir imposer ou créer ce... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, vous êtes On gênée, ne hein. peut pas... Pour moi, on ne peut pas créer ce mouvement-là, si vous... Enfin, ce mouvement, je m'entends. Comme par exemple, un exemple bien simple. Je sais qu'à un moment, nous avons cette activité de mise au sol. Et une collègue qui arrive et qui dit nous pouvons essayer, homme-femme, et voir ce que ça va donner. Enfin, ça n'a pas été vraiment ça là, mais je sentais que c'était ce qu'elle voulait dire. Et moi, j'ai réagi en disant mais nous ne fonctionnons pas de la même façon. Ces personnes en situation de handicap ne vont pas exprimer ce désir de la même façon que nous. Donc nous, individus normaux, on va dire, ne peut pas prendre ce qui nous agrée et aller... Mais enfin, ma question, c'est de dire, est-ce qu'il faut absolument créer ce désir? Pour moi, c'est un truc personnel. Donc, est-ce qu'il faut aller le réveiller? Est-ce qu'il faut absolument inciter? Oui, si vous voulez. Est-ce qu'il faut absolument faire quelque chose dans ce genre? C'est ça ma question. Alors, moi j'ai envie de vous répondre un peu à deux niveaux, parce que quelque part, il y a une réponse qui va être du côté de qu'est-ce que l'institution doit pouvoir offrir, et puis après, de la manière dont les personnes vont s'en saisir. C'est-à-dire que je pense que toute la difficulté dans ce que vous exprimez, c'est que très souvent, du côté des établissements, il y a l'espèce de tentation qu'à partir du moment où j'ouvre un groupe, il faut que tout le monde y aille. Déjà. Donc, le fait qu'une institution propose, j'ai envie de dire, un groupe de parole, par exemple, autour de la question de la vie affective et sexuelle, ça, c'est en effet quelque chose que l'institution doit pouvoir proposer, comme elle doit pouvoir répondre à des ados sur les questions, enfin, comme elle doit pouvoir... On ne peut pas évacuer le sujet. Maintenant, c'est pas parce qu'un groupe s'ouvre que tout le monde doit y aller et que tout le monde est dans l'obligation d'y être et d'y exprimer quelque chose. Et après, ça va être aussi dans la manière dont il va s'animer, ce groupe. Parce que là encore, vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Très souvent, je trouve que c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on s'arrête à, on met en place l'action et on ne réfléchit plus après à comment on va le faire. C'est-à-dire, un peu comme on a pu le voir aussi sur certaines structures, on va faire un livret d'accueil parce qu'il faut le faire, mais on ne se pose pas la question de ce qu'on va mettre dedans et pourquoi, à quoi il va nous servir. Voilà. Là, c'est un peu la même chose parfois, je trouve, avec les groupes de parole sur la vie affective et sexuelle, c'est qu'on les met pour les mettre, mais on ne réfléchit pas à comment on va les animer, comment on va éventuellement informer les personnes aussi, mais qu'on va aussi informer parfois quand on est avec des majeurs protégés, comment on va aussi prendre en compte le fait que c'est un droit fondamental, même quand on est majeur protégé. Donc que quelque part, là, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation des parents. D'ailleurs même pour des ados, il n'est pas question la question de l'accord des parents ne rentre pas en ligne de compte. Hein, parce que là, clairement, on est sur un aspect juridique qui fait que voilà, ça fait partie des choses qui existent. On ne peut pas nier que ce désir et que cette dimension-là existe pour chacun d'entre nous. Donc, les institutions qui accueillent et qui sont des lieux de vie doivent prendre en compte cet aspect de l'existence. Point à la ligne. On ne peut pas occulter cet aspect de l'existence. Maintenant, c'est pas parce qu'on n'occulte pas cet aspect de l'existence qu'on oblige les gens à parler de soi, qu'on oblige les gens à exprimer un désir quand ils ne sont pas prêts à le faire, et qu'on va leur dicter comment ils doivent désirer, surtout. Hein, ça, le plus important, c'est vraiment de garder en tête que nous avons tous tendance à projeter sur l'autre ce qui me paraît bien pour moi. Et les institutions ne sont pas exemptes de ça. C'est parce qu'on est professionnels qu'on n'est pas aussi des êtres humains, et donc avec cette tendance-là. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu à votre question, mais vous voyez, c'est-à-dire que quelque part que l'institution le propose, oui, mais sans obliger les gens à exprimer un désir ou à exprimer quelque chose à l'intérieur. Ça, après, chacun s'en saisit comme il le souhaite. J'ai même envie de dire, même s'il n'y a personne dans le groupe, il faut continuer de le faire. Vous voyez ? Même si on se dit que ça a raison d'être, mais je pense qu'à un moment, il faut
garder la liberté de chacun. Enfin, ça, c'est selon moi. Parce que quand on regarde les personnes en situation de handicap, en tout cas dans ma masse, en fait, dans la masse où je travaille, c'est pas la mienne, ils sont pratiquement tous, ce sont des jeunes adultes en fauteuil, donc qui sont déjà réduits dans les mouvements. Est-ce que, justement, parce que qu'il faut respecter ça, est-ce que forcément, moi, en tout cas, c'est ce qui me dérange, est-ce que forcément, il faut pousser à ce qu'il y ait quelque chose, à ce que, voilà... Alors, en effet, il ne s'agit jamais de pousser à quoi que ce soit. Ouvrir un espace de parole doit rester quelque chose qui permet aux personnes d'exprimer à partir du jeu, JE, leur point de vue. Et non pas que les professionnels induisent leur point de vue chez les personnes. C'est toute la difficulté. Donc l'idée n'est pas d'induire chez l'autre, mais de lui permettre de pouvoir exprimer éventuellement ses frustrations, ses désirs, enfin, voilà, où est-ce qu'il en est par rapport à cette question du sexuel. Si c'est des jeunes adultes, forcément, c'est une question qui est présente. Après, dans la manière dont ils vont l'exprimer, ça va être différent. Pour certains, elle va être présente, mais avec beaucoup d'éléments qui ne la rendent pas prioritaire. Elle n'est pas forcément prioritaire pour tout le monde, mais elle est présente. Elle est présente en chacun de nous, la question du sexuel. Hein. Même quand on n'a pas de vie sexuelle, elle est présente. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et nous n'avons pas tous le même rapport, justement, à ce qu'on va faire de cette présence-là. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a un espace qui s'ouvre, c'est une chose, mais en aucun cas, un professionnel ne doit induire, déjà qui que ce soit, donc qu'il soit professionnel ou pas, ne peut induire chez l'autre quelle va être la nature de son désir. D'accord. Merci, je suis rassurée. D'ailleurs, ces questions, ces réflexions seront justement aussi abordées tout au long de la matinée et puis de l'après-midi sur effectivement comment prendre en compte les paroles des personnes en situation d'handicap, voilà, leur désir aussi effectivement ou non comme vous le disiez, de vie sexuelle, de vie affective. Voilà, donc ce que je propose pour essayer de respecter au mieux le timing, c'est que nous passions à l'intervention effectivement de monsieur François Crochon, donc, qui est sexologue clinicien. Vous êtes chef de mission au centre